Bonsoir à tout le monde. Je suis impressionnée par le nombre de personnes dans la salle. Merci beaucoup. Alors, comme Adrien vient de dire, oui, je travaille avec XMM Newton depuis son lancement. Ça fait très longtemps maintenant. On a lancé XMM Newton en décembre 1999. Donc, ça fait quasiment 19 ans que l'observatoire est en orbite. Donc, on a eu quasiment 19 ans pour faire les belles découvertes pendant cette période-là. Et je vais vous parler de certains objets qu'on a observés, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on espère de faire, et quel type d'objets on peut observer dans l'univers. Donc voilà de quoi je vais parler ce soir. Donc, je vais parler d'abord un petit peu du rôle des trous noirs dans l'univers. Il faut avoir une raison d'observer ces objets. Donc, je vais vous donner quelques questions ouvertes autour des trous noirs aujourd'hui, pour commencer. Avant de passer à des types de trous noirs qu'on connaît. On connaît plusieurs types de trous noirs. On va parler vraiment de manière observationnelle de ces types de trous noirs. Et après, on va parler un petit peu comment on peut les observer, les trous noirs, mais le reste de l'univers. Avant de passer à XMM Newton, et quelques observations qui ont été faites avec l'observatoire, avant de parler de quelques découvertes et de conclure là-dessus. Alors, si on observe l'univers, on voit que la matière se structure. Ce n'est pas homogène. On ne voit pas la même chose dans toutes les directions. On voit une structuration qui ressemble à ce qu'on voit ici. Ce ne sont pas des observations. Si on fait des observations, on voit le même type de structuration, mais c'est difficile de voir un si grand volume avec des observations comme ça. Donc ça, c'est des simulations numériques qui ont été faites, qui proviennent du début de l'univers. Quand il y avait le Big Bang, donc l'explosion qu'on pense qui a créé l'univers. Et au fur et à mesure, quand on regarde avec le temps, on voit que en fait, la matière se structure de cette manière-là. Donc pourquoi ça a quelque chose à voir avec les trous noirs? On peut décomposer ces structures dans l'univers. Donc on voit déjà ces filaments qui sont très longs. Donc c'est de la matière, et aussi la matière noire, mais je ne vais pas en parler de ça maintenant. Mais la matière qu'on peut observer. Et de temps en temps, on voit ces nœuds. On le voit ici. Et ici, on agrandit le nœud qui est ici. Donc ça, c'est un agrandissement d'un de ces nœuds. On voit que c'est en fait beaucoup de galaxies. Donc on voit une très grande galaxie au milieu et beaucoup de plus petites galaxies qui sont tout autour. Et en plus, on voit quelque chose de violet dans cette image. Et ça, c'est du gaz. Et c'est le gaz qui est chauffé à l'intérieur de cette masse de galaxies. Et on le voit très fortement en rayons X. Donc là, on a dit que c'est des galaxies. Donc on peut faire un agrandissement d'une de ces galaxies. Et ça ressemble à quelque chose qu'on voit ici. Donc on a des galaxies de formes différentes. Ici, c'est une galaxie de type spirale. Et dans ces galaxies, on voit ici beaucoup d'étoiles, évidemment, comme on voit dans notre Voie lactée, notre propre galaxie. Donc beaucoup d'étoiles. On voit aussi beaucoup de gaz et de poussière à partir desquels on peut former des autres étoiles. Mais ce qu'on ne voit pas vraiment ici au centre, c'est le trou noir supermassif qui se retrouve au centre de toutes les galaxies massives. Donc on pense qu'il y a un trou noir supermassif, c'est-à-dire un trou noir qui a une masse entre à peu près 1 million de fois la masse de notre Soleil, jusqu'à peu près 10 milliards. On a un trou noir au centre de notre galaxie, la Voie lactée, qui s'appelle Sagittarius A étoile, qui masse à peu près 4 millions de masses solaires. Donc c'est un petit trou noir supermassif. Donc on sait qu'il y en a des trous noirs au centre de ces galaxies. Et ces trous noirs ont une très grande influence sur l'ensemble de la galaxie. Et on va voir ça dans le prochain transparent.
Et donc, ces galaxies aident à structurer toutes ces galaxies. Ces trous noirs aident à structurer les galaxies. Et ça aide à structurer l'ensemble de l'amas. Donc, il y a un grand rôle pour ces trous noirs dans la structure de l'univers. Donc, à partir de l'étude des trous noirs, on peut essayer de comprendre la structure de l'univers. Comme j'ai indiqué, ces trous noirs supermassifs au centre des galaxies ont une très grande influence sur les galaxies et on ne comprend pas comment. Je vous explique un peu ce que vous avez devant vous là. Donc ici, c'est la masse du trou noir supermassif au centre des galaxies. Donc c'est un petit peu difficile à voir. On a 10 puissance 7 masses solaires, donc 10 millions de masses solaires, 100 millions, 1 milliard, 10 milliards sur le côté. Et ici, on a de la luminosité, ce qu'on peut voir avec nos yeux. Bon, ça, c'est pris avec ces observations sont prises avec un télescope, mais c'est la lumière visible. Et ça correspond à des étoiles qu'on voit dans les galaxies. Donc, la lumière qu'on voit, plus de lumière qu'on voit, ça indique qu'on a de plus en plus d'étoiles. Si on a plus en plus d'étoiles, ça veut dire en plus de masse. Et on voit qu'il y a quand même une corrélation entre la masse de ces trous noirs, qu'on voit ici, et le nombre d'étoiles et la masse de la galaxie. On voit la corrélation ici. Plus le trou noir il est massif, plus on a d'étoiles. C'est un peu drôle, parce qu'un trou noir est très petit. Un trou noir de ces types de masses-là n'occupe pas beaucoup d'espace dans les galaxies. Si vous imaginez d'avoir un trou noir supermassif à la place de notre Soleil, en fait, le rayon, il arrive à peu près là où il y a Mars ou Jupiter. D'accord? Donc, comment un si petit truc peut avoir une influence sur l'ensemble de la galaxie qui peut mesurer 100 000 années-lumière de travers. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas et on cherche à comprendre à travers les études des trous noirs. Alors, je vous ai expliqué un petit peu quelques questions autour des trous noirs. On a encore quelques-unes qui vont arriver. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on regarde les types de trous noirs qu'on connaît. Donc on connaît deux types de trous noirs très bien. Le premier, on vient de le voir. Ce sont les trous noirs supermassifs qui se trouvent au centre de ces galaxies massives. Donc on avait dit ils ont des masses entre 1 million et 10 milliards de masses de notre Soleil. Mais il y a un autre type de trou noir qu'on connaît, qui a des masses entre à peu près 3 fois la masse de notre Soleil et 100 fois la masse de notre Soleil. Et la raison pourquoi on peut les détecter souvent, les trous noirs dans les galaxies, c'est parce qu'il y a beaucoup de gaz et de poussière qui tournent autour des galaxies, et au fur et à mesure, ça tombe sur le trou noir, et au moment que ça tombe, ça chauffe beaucoup, que la matière devient si chaude qu'on peut les détecter en rayons X, même en rayons gamma. Et on va parler de ces observations dans quelques instants. Mais pour un trou noir de masse stellaire, il n'y a pas autant de gaz et de poussière autour qui pourraient nourrir le trou noir pour que ça rayonne, afin qu'on puisse le détecter. Donc il faut qu'on attende qu'il ait un compagnon. C'est-à-dire, on a un trou noir qui se trouve quelque part ici au centre, et si c'est à proximité de notre étoile, les deux étoiles peuvent tourner l'une autour de l'autre, un peu comme la Terre et la Lune, par exemple. Et parce qu'on a un objet qui est très compact, donc ici on a un objet qui pèse peut-être 10 fois la masse du Soleil, mais qui a un rayon qui est en dessous de 10 km. Donc c'est vraiment très petit, donc il a un champ gravitationnel qui est très important. Il peut commencer d'aspirer la matière de l'étoile. Donc du coup, la matière va tourner autour, qui vient de l'étoile, et ça va chauffer. Et encore une fois, on a le même phénomène, on peut le détecter en rayons X ayant d'autres longueurs d'onde. On va voir ça dans quelques instants. Ça, c'est très bien. Donc, on a connaît ces petits trous noirs et ces grands trous noirs. Et on sait comment forment ces trous noirs ici, les plus petits, les masses stellaires. On sait qu'à la fin de la vie des étoiles les plus massives, ils finissent la vie en trous noirs. Donc, on peut créer ces types de trous noirs
Mais c'est un mystère comment on peut créer des trous noirs supermassifs. On ne peut pas créer une étoile qui pèse, disons, 1 million de masse, un million de fois la masse de notre Soleil, et le faire exploser et créer un trou noir de 1 million de masse solaire. Ça ne marche pas. C'est infaisable. Donc, il y a plusieurs théories qui disent que peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre les trous noirs de masse stellaire et on peut accréter de la matière. Donc, la matière tombe sur le trou noir, ça grossit, ça grossit, ça grossit jusqu'au moment qu'il arrive ici. Ça veut dire qu'il va passer entre un stade qui est de 10 à 100 masses solaires, qui pèse quelque chose entre les deux, et pour arriver jusqu'à ici. Donc ça, c'est une des théories. L'autre chose, c'est qu'on pourrait prendre plusieurs trous noirs et les coalescer ensemble. Donc on peut créer au fur et à mesure des trous noirs de plus en plus massifs. Donc ça indique qu'il doit y avoir un troisième type de trou noir, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trous noirs de masse intermédiaire. Donc c'est pas difficile à voir d'où vient le nom. Il a une masse entre 100 et 1 million de masses solaires, donc 100 masses solaires. Voilà, c'est 10 000, mais ça doit être 100 000. Donc là, ces trous noirs de masse intermédiaire doivent être le chaîne manquante entre les petits et les grands. Donc on doit les observer. Et on a cherché pendant 40 ans et on n'avait pas trouvé. Donc les personnes commencent à dire qu'il doit en avoir un autre moyen de former ces trous noirs supermassifs, mais bon, on ne connaît pas de moyen de le faire. Il y a un autre petit problème. On peut prendre un trou noir et on peut accréter de la matière dessus. Et ça va grossir, c'est très bien. Le problème, c'est si on accrète beaucoup de matière. On met beaucoup de matière sur le trou noir. On avait dit que cette matière, ça ne tombe pas directement dans le trou noir, ça tourne autour et ça rayonne. On avait vu dans le disque que ça rayonne. Et si on jette plus en plus de matière sur le trou noir, ça va rayonner plus. Ça a l'air bien, mais en fait, la radiation, il a une pression. On ne sent pas, on ne sent pas le soleil toucher nos bras ou sur notre corps. Mais si on a vraiment une luminosité très très forte, on a une pression de radiation qui peut éventuellement repousser la matière. Et ça s'appelle la limite d'Eddington. Quand on arrive à ce stade-là, on jette la matière dessus et la lumière devient si puissante que ça repousse la matière. Donc ça empêche plus de matière de tomber. Donc on ne peut pas dépasser une certaine limite de matière qui tombe sur le trou noir. Donc on ne peut pas faire grossir un trou noir très rapidement finalement. Assez rapidement, mais pas si rapidement qu'on pourrait le penser. Et on a un autre problème. Ici, on a fait des observations et on a découvert des trous noirs très massifs très tôt dans l'univers. On a découvert des trous noirs qui pèsent quasiment 10 puissance 9 masses solaires à Z égale 1. Z, c'est la mesure de la distance depuis nous et donc l'âge de l'univers. Où on peut les voir aussi quasiment à 10 puissance 9 masses solaires, donc quasiment 1 milliard de masses solaires à cette distance-là. Donc là, l'âge de l'univers était seulement 690 millions d'années. Donc pour vous, ça a l'air un peu vieux quand même. Mais finalement, dans l'âge de l'univers, qui est aujourd'hui à peu près 13 milliards d'années, l'univers était tout jeune à ce moment-là. Donc, le problème, c'est que comment on peut faire grossir un trou noir de 10 fois la masse de notre Soleil pour arriver à ces grandes masses si rapidement? En fait, ça ne peut pas marcher. Si on a un trou noir de 10 masses solaires, et qu'on jette le maximum de matière là-dessous pendant tout l'âge de l'univers jusqu'à ici, on n'arrive pas à ces masses-là. Donc il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. La chose qu'on peut imaginer, c'est peut-être les trous noirs au début de l'univers étaient plus massifs. On ne peut pas les créer si massifs maintenant, mais peut-être ils étaient pas 10 ou 100 masses solaires, mais peut-être 1000 ou 10 000 masses solaires au début de l'univers. C'est peut-être faisable parce que l'univers a été vraiment très différent qu'il est aujourd'hui. L'autre chose, c'est peut-être il y a un moyen physique de dépasser cette limite, la limite d'Eddington. Donc ça, c'est des types de questions qu'on essaie de répondre avec nos observations.
Alors, quel type d'observation on fait? Donc là, on voit le spectre électromagnétique. Donc, vous connaissez très bien cette partie-là. Ça, c'est la partie qu'on peut voir avec nos yeux, la partie visible de spectre électromagnétique. Donc, on va de rouge jusqu'au bleu. Mais c'est seulement une toute petite partie de la radiation qui existe, qu'on peut utiliser pour sonder l'univers. Aujourd'hui, on peut aussi utiliser les ondes gravitationnelles. On pourrait en parler à la fin si vous voulez, mais là, on va parler juste du spectre électromagnétique. Donc, ça, on peut utiliser. C'est très bien. Et on peut le faire, par exemple, avec ce type de télescope. C'est le VLT, le Very Large Telescope, un télescope très grand qui est situé au Chili. Donc, on a 4 télescopes de 8 mètres qu'on peut voir dans cette image, qu'on peut faire fonctionner tous les 4 ensemble. Donc, ça crée un très grand télescope et on peut sonder quasiment jusqu'au bord de l'univers. Mais il y en a d'autres longueurs d'onde. Vous connaissez les ondes radio aussi maintenant. On utilise beaucoup pour le Wi-Fi, par exemple. Les micro-ondes, vous connaissez. Vous avez un plat à chauffer le soir pour manger. Bon, voilà, vous utilisez les micro-ondes. Les infrarouges, vous avez peut-être vu pendant les films d'espions. Là, la nuit, ils cherchent des personnes quelque part, ils ne voient pas, mais avec la lunette pour regarder la nuit, ils détectent la chaleur qui provient du corps humain. Donc ça, c'est les infrarouges. Après, on a les ultraviolets. C'est pratique si vous voulez bronzer, par exemple. Et ensuite, on arrive aux rayons X et aux rayons gamma. Et on voit le longueur d'onde de cette émission, ça devient de plus en plus petit. Ici, on a 1 km à peu près. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus petit. Et au même temps, cette lumière devient de plus en plus énergétique. Et ça, vous le savez, on utilise les rayons X pour passer la radio à l'hôpital. Donc les rayons X, ils peuvent passer à travers la peau parce qu'ils sont énergétiques, ils sont stoppés par les os. Et on voit l'ombre de nos os sur l'image qui est derrière. Donc les rayons X sont énergétiques, mais les rayons gamma sont encore plus énergétiques. Donc, ici, là, on peut sonder les événements les plus violents de l'univers à partir des rayons X et les rayons gamma. Donc, quel type d'événement je parle? Évidemment, je parlais de trous noirs, dans cette matière qui tourne autour, qui chauffe avant de tomber dedans. On le voit en rayons X, on le voit en rayons gamma. Mais on voit aussi les explosions des étoiles, par exemple, très bien en rayons X et en rayons gamma. Et on voit d'autres phénomènes. On a vu les amas de galaxies, on voit ce gaz chaud au milieu. On voit des étoiles à neutrons. C'est aussi un objet très compact. La masse, c'est autour de 1,5 fois la masse du Soleil. Mais il a un rayon de 10 km à peu près. Donc on a une matière qui est très bizarre. Et on voit ces objets aussi très bien en rayons X. Donc on a besoin de l'ensemble de ces observations. Je vais vous parler d'X même, mais ce n'est pas la seule chose qu'on utilise, parce que sinon on voit seulement une partie de l'univers. On a un exemple. Ici, il y a une image d'une galaxie. C'est une galaxie qui s'appelle Senna. C'est une galaxie qui est assez proche à la Voie lactée. Et sur le côté, on voit les 3 images qui sont utilisées pour faire cette image composite. Donc là, on peut le voir en visible, donc ce qu'on pourrait voir avec nos yeux. La galaxie est assez loin, il faut un télescope quand même, mais on le voit. Et en fait, tout ce qu'on en voit ici, c'est un peu de lumière ici et quelque chose un peu sombre. Ça, c'est le gaz et la poussière qu'on a vu dans la galaxie. On a vu la jolie galaxie spirale. Et au centre, on a cette émission qui provient de la création sur le trou noir. Si on passe en radio, donc ça c'était les ondes qui ont 1 km de long, on voit quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment très différent. On voit ces 2 grands faisceaux qui finissent avec des grandes boules au bout, qu'on voit qui sont vraiment très grands par rapport à la galaxie. On le voit dans cette image.
Donc on voit déjà de visible jusqu'en radio, on a des informations qui sont complètement différentes. Et là, si on regarde en rayons X, on avait dit que les rayons X sont très puissants, donc on peut voir à travers cette gaz et de poussière là, ce gaz et de poussière, et là on voit en fait le disque à l'intérieur, on voit cette partie qui tournait autour du trou noir avant que ça tombe dedans. Et on voit aussi le début de ces faisceaux, les grands faisceaux qu'on voit en radio. On voit seulement le début, ça s'arrête ici, et en radio on voit ces grands boules qui sont là. Donc on a besoin de l'ensemble des informations, des rayons X et des autres longueurs d'onde afin de comprendre l'ensemble de l'univers. Donc je vais vous parler des rayons X, mais il va falloir que je parle aussi d'autres longueurs d'onde. Alors les rayons X. Bon, on observe en visible depuis 200 000 ans, juste depuis le moment que les êtres humains sont sortis. On regarde en haut, voilà, les étoiles. Ou autre chose. Mais en rayons X, c'est plus compliqué. Parce que l'atmosphère, il est opaque aux hautes énergies, donc aux rayons X et aux rayons gamma. Ce qui est bien, franchement, vous ne voulez pas passer la radio toutes les secondes de la journée. Donc c'est très bien que l'atmosphère est opaque aux hautes énergies. Mais bon, ça empêche d'observer ces longueurs d'onde. Donc on avait prédit que certains objets pouvaient émettre à haute énergie, en rayons X et en rayons gamma. Et on sait depuis les années 40, suite à des lancements des ballons avec les instruments à bord, que le Soleil émet fortement en rayons X. Mais bon, il fallait attendre un petit peu pour qu'on puisse mettre les satellites en orbite et ensuite faire des observations. Donc les premières observations des rayons X commençaient pendant les années 60. Il y avait le premier satellite qui a vraiment détecté les sources astrophysiques. Et là, il a détecté 22 sources. Ensuite, il y avait un peu plus tard cette expérience ici. Ils ont détecté le premier binaire X, donc ça c'est un objet compact qui est en train d'accréter la matière de l'étoile à côté, comme on l'avait vu dans l'image tout à l'heure. Et cette personne ici, Riccardo Giacconi, il était très... C'est grâce à lui, franchement, qu'on a commencé ces observations à haute énergie. Il en a mené beaucoup de projets et ça lui a valu le prix Nobel en 2002. Et ça a beaucoup évolué au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on compte plusieurs télescopes de rayons X qui sont en vol. Ça, c'est peut-être... Ça, c'est 4 des télescopes X, peut-être les 4 les plus grands aujourd'hui. Donc on a ici en haut à gauche le télescope Chandra. C'est une mission de la NASA qui a été lancée en juillet 1999, donc qui est quasiment aussi, qui est un tout petit peu plus âgé que XMM. Et donc 6 mois plus tard, on avait lancé XMM Newton. Ça c'est un projet de l'Agence spatiale européenne. Et c'est le télescope X le plus sensible qu'on a jamais lancé dans l'espace. Et c'est très complémentaire à Chandra, qui est capable de faire des très belles images avec une très bonne résolution. Donc on peut distinguer 2 objets qui sont très proches, mais on a très peu de photons, donc très peu de rayons X qu'on peut capter. Avec XMM, on peut capter beaucoup de photons, donc beaucoup d'informations. Donc ça nous aide à comprendre ces objets, qu'on peut voir des belles images avec Chandra. Et un télescope qui s'appelle SWIFT, qui est un projet de la NASA, les Italiens et les Britanniques. Et cet observatoire a été lancé en 2004. Et le but, c'était de chercher le plus rapidement possible l'origine des grandes explosions qu'on a vues dans l'espace. Ces grandes explosions, on ne connaissait pas au début, on ne connaissait pas l'origine. Et on les a détectées pendant les années 70, quand il y avait la guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Et les Américains, ils avaient un peu peur que les Russes, ils avaient le savoir-faire dans les bombes nucléaires. Et ils voulaient voir s'ils étaient en train de faire des tests quelque part. Donc ils ont lancé des satellites pour surveiller les Russes. Et là, quasiment tous les jours, ils ont détecté une explosion. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de faire les tests nucléaires.
Et après, ils se sont rendus compte, en fait, ces explosions ne venaient pas de la Terre, mais en fait, ça venait de l'univers. Et c'est là qu'on a découvert ces trucs qu'on appelle les sursauts Gaia. Et qu'on sait aujourd'hui, sont les explosions des étoiles les plus massives qui existent. On peut les voir vraiment, les premières étoiles de l'univers exploser. Et où ils peuvent être aussi deux objets compacts, donc deux étoiles à neutrons par exemple, qui sont en binaire, comme on avait vu dans l'image tout à l'heure, qui au fur et à mesure se rapprochent, s'approchent et ensuite coalescent. Donc ce satellite, il étudie ce type de phénomènes. Et depuis 2012, on a aussi NuSTAR, qui est un petit projet de la NASA. C'est ce qu'ils appellent une petite mission, une SPEX, et qui est capable d'observer, pas seulement en rayons X, mais dans les rayons X les plus énergétiques. Alors, pour revenir sur XMM, là c'est une vue d'artiste d'XMM. Donc on a 3 télescopes ici, qu'on voit sur l'observatoire. Et on a un petit télescope ici qui observe aussi en visible. Si vous allez à la Cité de l'Espace, vous pouvez voir une maquette de taille réelle à la Cité de l'Espace. C'est la seule maquette qui existe en fait de ce télescope de taille réelle. Et comme j'ai dit, grâce à ces grands télescopes, on peut collecter énormément d'informations en rayons X, ce qui le rend le plus sensible à l'observatoire X qu'on n'a jamais lancé. Mais ce n'est pas si évident que ça. On avait vu le télescope VLT qui observe en visible. Si on veut collecter les photons en visible, on met un miroir, on peut les collecter, donc on fait un grand miroir et on peut collecter beaucoup de photons, on peut les focaliser sur un détecteur et on peut détecter nos photons en visible. En rayons X, on a un problème. On l'avait dit, les rayons X sont très puissants. Donc en fait, si on essaie de les collecter dans un miroir, ils passent à travers. Donc on peut pas les collecter. Donc ça nous pose des problèmes. Et c'est pour ça que vous allez voir les très belles images en visible et peut-être les choses un petit peu moins jolies en rayons X. On a du mal à collecter les photons qui arrivent en rayons X. Mais c'est faisable. Si les photons ils arrivent de côté, vraiment avec un angle d'incidence qui est très petit par rapport à la surface du miroir, on peut avoir une réflexion externe totale et on peut, à ce moment-là, les collecter. Donc, nos miroirs en rayons X ne sont pas les grands miroirs comme on voit sur les télescopes visibles, mais en fait, ils sont des miroirs concentriques comme ça, qui sont composés d'un miroir parabolique et ensuite hyperbolique. Donc on a les rayons X qui passent, qui sont réfléchis et on peut les focaliser pour enregistrer les photons. Mais c'est très difficile. Donc qu'est-ce qu'on observe en rayons X? Avec XMM Newton, la plupart des objets qu'on observe sont ces deux objets-là. Donc le type de galaxie qu'on a vu, où on a de la création sur un trou noir supermassif, et une étoile active. Donc comme vous le savez, notre Soleil il fait des éruptions de temps en temps. Il y a des étoiles qui font des grandes éruptions, beaucoup plus violentes. Et c'est ces types d'objets qu'on capte. Donc soit les trous noirs supermassifs, ou soit les étoiles. Si on recense l'ensemble des objets qu'on a détectés avec XMM, bon, c'est à peu près 49,5% d'étoiles et 49,5% de galaxies. C'est un petit peu ennuyant. Mais dans le pourcent qui reste, on voit des objets qui sont peut-être un peu plus intéressants. On voit ces explosions d'étoiles, donc les rémanentes d'étoiles, donc les supernovae. Donc c'est une étoile massive qui avait masse au-delà de 8 masses solaires, qui à la fin de sa vie a explosé et laissé, par exemple, une étoile à neutrons. Donc comme on avait dit, c'est un objet qui pèse une fois et demie la masse de notre Soleil, qui a un rayon d'une dizaine de kilomètres, et donc a un champ gravitationnel extraordinaire, et qui a ces deux faisceaux qui sortent des deux pôles de l'étoile à neutrons. Et vu que c'est en rotation, chaque fois que ça passe devant la ligne de visée, on voit une pulsation de lumière
un peu comme une phare ou le tour Eiffel, là, avec le grand faisceau qui est au-dessus. Donc ces objets s'appellent des pulsars et on peut les voir aussi en rayons X. On avait parlé de ces sursauts gamma qui sont détectés par Swift. On les détecte aussi en rayons X avec XMM Newton. Donc soit l'explosion des étoiles très très massives, donc les hypernovas, ou soit les coalescences de deux de ces types d'étoiles à neutrons. Ces binaires X qu'on a parlé tout à l'heure, qui contiennent soit un trou noir ou soit une de ces étoiles à neutrons. Les amas de galaxies, on les voit, le gaz qui est très chaud au centre. Et on peut voir aussi ce qu'on appelle une dislocation d'une étoile autour d'un trou noir. Donc on peut imaginer d'avoir un trou noir et une étoile qui passe à côté. Et si ça passe trop proche, l'étoile va être complètement déchirée et la matière va tomber subitement sur le trou noir. Donc on voit un grand sursaut de lumière, surtout en rayons X. Et on peut détecter certains des trous noirs qui étaient invisibles auparavant. Parce qu'on se rappelle, on avait besoin de matière qui tourne autour. Donc si on n'a pas de matière, on ne les voit pas. Donc, comme Adrien a dit au début, je m'occupe du Survey Science Center. C'est un consortium de 10 instituts à travers l'Europe. Et nous avons fait des choses très ennuyantes, comme produire tous les logiciels pour traiter les données, pour rendre les données propres et utiles pour les astronomes. On a aussi traité toutes ces données. On a créé des logiciels pour faire le traitement de l'ensemble des données. Et ce qu'on fait, qui est un tout petit peu plus intéressant, c'est de créer ces catalogues. C'est-à-dire, on recense l'ensemble des objets qu'on détecte dans le ciel en rayons X avec XMM Newton. Donc là, ce qu'on avait fait dans cette image-là, c'est de projeter l'ensemble des observations avec XMM Newton depuis 19 ans. Et ce qu'on voit au centre, c'est le centre de notre galaxie. Et là, c'est le plan de notre galaxie. Et ça, c'est le reste de l'univers qui est tout autour. C'est difficile à montrer l'ensemble de l'univers sur une simple fiche. Donc c'est comme ça qu'on tente de le faire. Donc on voit que les observations, on ne voit pas chaque objet qu'on a détecté. Il n'y a pas de résolution sur cette image, malheureusement. Mais on a détecté quand même 775 000 détections depuis le 3 février 2000, quand on a commencé les vraies observations, suite au test après le lancement, et jusqu'à 30 novembre 2017. Donc certains de ces détections, ces objets ont été détectés à plusieurs reprises. Souvent, on repasse sur le même endroit du ciel, donc on peut redétecter certains objets. Donc certains les ont été détectés 59 fois, ce qui veut dire qu'on a à peu près un demi-million de sources X. Comme j'ai dit, à peu près la moitié sont les étoiles, à peu près la moitié sont les galaxies. Et après, on a des choses intéressantes. Et on va en parler de ça dans quelques instants. Donc, juste pour situer notre catalogue, ça, c'est les premiers observatoires. Ça, c'est le nombre de détections en rayons X qu'ils ont fait. Ils étaient dans les centaines. Donc, ça ne se voit pas très bien sur cette image. Rosette, c'était un observatoire début des années 90. Et ensuite, trois des observatoires que j'ai parlé, Swift, Chandra et XMM. Et là, on voit que, ce que j'avais dit, que XMM, c'est le plus sensible de tous ces observatoires X, et on détecte énormément d'objets. Ce qui veut dire qu'on a la probabilité de tomber sur des objets très rares, des choses qu'on n'avait pas vues auparavant, par exemple. Et justement, ici, c'est un de ces objets qu'on a découvert dans le catalogue. Donc, il avait ce nom, c'est pas très agréable comme nom. Donc, on a quand même modifié son nom et on appelle ça HLX1 maintenant. Vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Donc, quand on avait détecté cet objet, on a vu qu'il était associé à une galaxie. Donc, on voit une galaxie ici. Et l'objet se retrouve ici. Il avait un spectre d'un trou noir. Tout de suite, on a vu, on s'est dit, bon, moi, ça c'est un trou noir qui avait l'air d'accréter un taux maximal autour de la limite d'Eddington, comme on avait parlé tout à l'heure. Donc, le taux maximal qu'on peut accréter sur un objet. On sait que ce n'est pas le trou noir supermassif au centre,
parce qu'en fait, ces contours ici en radio, ça trace la position du trou noir supermassif du centre de la galaxie. Vous vous rappelez ces grands faisceaux qu'on a vus qui partent des galaxies. On les voit très bien en radio, on l'avait vu dans l'image. Et donc voilà, ça c'est les faisceaux, et donc le trou noir supermassif, il se retrouve. Donc on avait étudié cet objet, et on avait fait beaucoup d'études pour essayer de comprendre si en fait cet objet était dans les galaxies, ou il était derrière, ou peut-être devant. Mais suite à nos études en visible, on s'est rendu compte qu'il était vraiment à la même distance que la galaxie, donc dans la galaxie, à 95 mégaparsecs, donc très loin. Et il avait une luminosité de 10 puissance 42 arcs par seconde. Ça ne vous parle pas, mais la limite d'Eddington pour un trou noir de masse stellaire, c'est autour de 10 puissance 39. Donc il était 1000 fois plus qu'un trou noir de masse stellaire. On s'est dit, il y a un truc qui ne va pas avec cet objet. Il faut qu'on comprenne un peu plus. Donc, comme on a dit, les caractéristiques qu'on voyait impliquaient un trou noir qui a accrété à Eddington, donc cette limite. Mais la luminosité était 1000 fois plus que pour un trou noir de masse stellaire. On sait que la luminosité maximale est proportionnelle à la masse du trou noir. Donc ça impliquait une masse d'à peu près 10 000 masses solaires pour cet objet. Donc je vous ai dit, on a cherché ces types de trous noirs de masse intermédiaire pendant une quarantaine d'années. Et là, par hasard, il y en a un qui tombe dans le catalogue. Donc on a décidé de continuer de suivre cet objet et essayer de comprendre un tout petit peu plus. Donc on a démarré des observations avec l'observatoire Swift que vous avez vu tout à l'heure. Et on a regardé un petit peu, on a eu ces observations. Et on voyait que en fait, la source variait un tout petit peu, ce qui était une bonne chose pour nous. Parce que vu que c'est très loin, on pensait peut-être que ce n'était pas un objet, mais peut-être plusieurs objets qu'on ne pouvait pas résoudre parce que c'est très loin. Donc on ne pouvait pas distinguer entre les plusieurs objets. Mais le fait que ça varie, facteur 3 ou 4, ça indique que c'est vraiment juste un seul objet. Parce que tous les objets ne vont pas tous varier au même temps. Ils ne vont pas aller 1, 2, 3, on y va. Non, ça ne marche pas. Donc il y a forcément un objet seulement. Donc on voulait faire d'autres observations. On voulait faire avec le télescope Chandra pour avoir plus d'informations sur l'objet. Et on est allé chez Chandra et on a demandé s'ils pouvaient nous faire une observation. Et ils nous ont accordé l'observation, on était très contents parce que c'est difficile d'avoir des observations avec ces télescopes. Et on a calculé, on a passé du temps, on a calculé, on avait besoin de tel temps d'observation pour bien détecter l'objet. Et ils ont pointé Chandra pour nous, et on n'a rien détecté. Donc c'était un peu la honte. Et finalement, on a demandé à Swift de re-regarder. Donc ils ont pris une autre observation. On a vu en fait finalement que ça avait varié par un facteur 20. C'était un facteur 20 moins fort. Donc là, on était ici avant et là, il est descendu. Donc on est revenu auprès de Chandra et on a dit désolé, mais la source a changé, je suis vraiment désolée, est-ce qu'on peut refaire une observation? Il faut que ça soit 10 fois plus long maintenant parce que là on voit que c'est très faible, il faut avoir une autre observation. Et encore une fois, j'étais très étonnée, mais ils étaient vraiment gentils avec nous quand on a dit que c'est un trou noir de masse intermédiaire peut-être. Et ils ont accordé une autre observation. Et là, on a saturé le détecteur. En fait, le truc, il s'est retrouvé là, ici, en haut. Voilà. Et on a continué de suivre cet objet depuis 2008. Et on voit que ça varie fortement, finalement. Voilà, donc on a toutes ces données. On a des données aussi de toutes les longueurs d'onde que je vous ai présentées. Et la chose qu'on voit ici déjà, que ça devient très lumineux, et ça descend très bas, et ça remonte, et ça redescend très bas. Et on a pris les informations, on n'a pas seulement les mesures comme ça, et on a essayé de comprendre. Et en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'on a un trou noir de masse intermédiaire qui a capturé une autre étoile qui passe dans une orbite très elliptique, qui passe à côté du trou noir. La matière est arrachée à ce moment-là de l'étoile, et du coup, ça devient très lumineux. Et au fur et à mesure, ça part, la matière tombe sur le trou noir et ça devient très peu lumineux. Et ensuite, ça repasse et ainsi de suite.
Et au début, c'était très bien. Bon, en fait, c'était pas très bien parce que en fait, le passage à côté des trous noirs tombait toujours en août. Donc tout le monde est en vacances. C'est un peu difficile. Mais bon, on a comme réussi d'avoir des observations. Et c'était très bien. Et cette année-là, on était prêts en août pour faire nos observations. On s'est dit, bon, on décale les vacances, c'est pas grave, on va faire un autre moment. Et on a attendu et ce passage n'est pas arrivé. Et en fait, c'était décalé par 6 semaines. Et on s'est dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a observé quand même. Et l'année suivante, on se dit, bon, est-ce qu'on soit prêt en août, en septembre? Qu'est-ce qu'on fait? Finalement, là, il y avait un retard de 3 mois. Donc là, il y avait un retard de 6 semaines. Là, un retard de 3 mois. Et là, il y avait un retard de 15 mois. Et aujourd'hui, là, il est en bas et on est à peu près ici, mais en bas, toujours. Donc ça fait 19 mois depuis la dernière éruption. Donc on a fait des travaux à partir des données, mais aussi on a fait des simulations numériques. J'espère que ça va bien marcher là. Donc là, on voit qu'il y a une étoile qui passe dans une orbite très elliptique ici, qui passe très loin de du trou noir. Il y a un petit peu de matière qui tombe toujours sur le trou noir, qui se situe à peu près ici. Et on voit, dès que l'étoile arrive très proche au trou noir, il y a de la matière qui est arrachée et qui tombe sur le trou noir, ce qui provoque ces grandes éruptions, donc ces fortes luminosités qu'on observe. Et finalement, à partir de nos simulations, on s'est rendu compte qu'on attend de voir exactement ce qu'on a vu dans les observations. On attend de voir une période qui est à peu près stable, mais au fur et à mesure, il y a de l'énergie qui est injectée dans le système, et le système, le binaire, va devenir de plus en plus elliptique jusqu'au moment qui est plus lié. Donc on va passer sur un chemin hyperbolique et on ne va plus avoir ce système. Donc on est en attente pour voir si on va revoir une grande éruption de cet objet. On ne sait pas quand, mais on est prêt. On fait des observations toutes les semaines avec Swift pour essayer de comprendre cet objet. Mais on a enfin la preuve que ces trous noirs de masse intermédiaire existent. On a des belles observations depuis une dizaine d'années maintenant, et on a fait des grandes études. Sauf un objet, bon, c'est pas suffisant. On a besoin de chercher d'autres. Donc, vu qu'on a trouvé cet objet dans le catalogue d'X-Men Newton, on est retourné là-dedans et on cherche d'autres objets. Donc, on voit que l'étoile... Ça arrive, ça va rendre bien. Il n'aime pas mon film. En fait, quand l'étoile est passée proche à notre objet, donc le trou noir de masse intermédiaire, H, il y a de la matière qui est arrachée. C'est un système un peu extrême. On n'attend pas qu'un tel système existe à cause de l'électricité qui est très grande. Mais on avait parlé de ces dislocations d'étoiles autour d'un trou noir, c'est-à-dire qu'une étoile arrive proche à un trou noir et peut être complètement déchirée et la matière peut tomber sur le trou noir. Et c'est ça qu'on voit dans cette image. Une étoile est loin, il arrive proche du trou noir et est complètement déchiré et toute la matière tombe dessus. Donc un trou noir qui est peut-être très faible, on ne le voit pas, il n'y a pas beaucoup de matière autour. On voit subitement qu'il y a une étoile qui tombe dedans. Donc ça s'appelle la dislocation d'étoiles autour des trous noirs. Les calculs récents ont révélé qu'il y a probablement 0,0002 événements, donc dislocation d'étoiles autour d'un trou noir, par galaxie, par an. Mais bon, on connaît beaucoup de galaxies. Donc du coup, en fait, il y a une telle dislocation quelque part dans l'univers à peu près toutes les secondes. C'est difficile à trouver quand même, c'est pas facile. Bon, on a espéré les trouver. Parce qu'il y a une autre chose. Les rayons de marée, donc
là où le trou noir peut déchirer l'étoile, donc la proximité au trou noir pour l'étoile, est à l'intérieur de l'horizon d'événements pour un trou noir de plus que 10 puissance 8 masses solaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On a un rayon jusqu'au moment où on peut voir le trou noir. On peut voir la matière autour jusqu'à un certain rayon. Donc, le rayon l'horizon des événements. Le rayon des événements. Et à l'intérieur, on ne peut pas voir. C'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. Ça ne rayonne pas. Donc, on ne peut rien voir à l'intérieur. Et donc, une étoile qui passe à côté d'un trou noir de 10 puissance 8 masses solaires, on ne peut pas détecter ces dislocations d'étoiles parce que ça se passe à l'intérieur de ce rayon. Donc, on ne voit rien du tout. Donc, il s'est déchiré, mais on ne voit aucune lumière. Donc, on voit seulement pour les étoiles, pour les trous noirs les moins massifs, donc en dessous de 100 000 masses solaires. Donc, on a cherché dans le catalogue. Et donc, normalement, on doit avoir un objet qui est très faible, qui remonte, qui devient très brillant, et au fur et à mesure, ça décroît quand c'est en train d'avaler la matière qui est tombée dessous. Donc ici, on a un exemple d'un qu'on a découvert. Il avait une luminosité qui était non détectée auparavant, et on avait détecté avec XMM ces deux points ici, donc il est beaucoup plus lumineux qu'il était auparavant ici en bas. On a fait des observations avec Chandra Swift encore une fois, et on voit que la lumière décroît, exactement ce qu'on attend pour ces types d'événements. Donc, il doit décroître avec une luminosité qui décroît avec le temps à la puissance moins 5 tiers. Bon, c'est ça qui est la ligne que vous voyez ici. Et vous voyez que ça s'ajuste très bien. Ce qui indique qu'on a une dislocation d'étoiles autour d'un trou noir. Ça, c'est des autres informations qu'on a eues de ces observations qui confortent cette théorie. Et on détermine qu'on a en fait un objet qui a une masse entre à peu près 50 000 masses solaires et 100 000 masses solaires. Donc on a trouvé encore un autre trou noir de masse intermédiaire. Cet objet se retrouve ici. Donc c'est dans un amas de galaxies. On voit la galaxie la plus grande, plus massive au centre. Et c'était dans cette galaxie que cet événement s'est trouvé. Ce qui colle avec ce que je vous ai dit au début. Les trous noirs les moins massifs, ce sont dans les galaxies les moins massives. Et on le voit ça dans cette image. Là, c'est une galaxie massive qui doit avoir un trou noir supermassif qui est massif. Et là, on a une toute petite galaxie ici. Et là, on trouve un trou noir de masse intermédiaire à l'intérieur. Et c'est pas le seul. On a trouvé d'autres. Ici, bon, c'est un peu moins convaincant là-dedans, mais on a quelque chose qui tombe dans le domaine des trous noirs de masse intermédiaire. Encore un autre, c'était dans cette petite galaxie qui se trouve juste ici. Et un autre qui était vraiment très extraordinaire. Vous avez vu de chaque fois que la luminosité décroît de chaque fois avec la loi T-5 tiers. Et ici, on voit les observations, donc comme les autres, le temps il est là en bas. La luminosité ici, et en fait, finalement, on reste quasiment statique ici. Donc ça, c'est intéressant, pour plusieurs raisons. On n'a jamais vu dans d'autres dislocations d'étoiles des trous noirs. Là, on connaît à peu près 80 maintenant. Et là, on reste à cette limite d'Eddington. On reste ici, on est légèrement au-dessus, et là, on est légèrement au-dessous, mais on est quasiment à la limite d'Eddington. Donc, on est en train de nourrir un trou noir à Eddington. C'est bien, on a besoin de ça pour grossir nos trous noirs, pour arriver au trou noir supermassif. Et là, on l'observe. Comment ça pourrait arriver? On ne comprend pas toujours aujourd'hui. On a quelques hypothèses. Donc, soit il y avait vraiment une étoile très massive qui est passée à côté, qui a été complètement déchirée, et donc on a beaucoup de matière, ça continue de tomber, continue au-delà de ce qu'on avait vu pour les autres. Ou sinon, normalement, quand on a ces dislocations, on a une partie de la matière qui s'échappe du système. Donc, on n'a pas tout qui tombe dessous. Donc, on essaie de comprendre toujours, parce qu'en fait, c'est toujours actif. On peut continuer les observations, qu'on continue aujourd'hui. Mais c'est très bien. On a trouvé quand même de l'évidence qu'on peut avoir cette accrétion qui arrive à Eddington. Il continue pour faire grossir les trous noirs au centre.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je pense vous présenter aujourd'hui. Je vous ai montré qu'X-Newton Newton permet de sonder l'univers et surtout l'univers extrême. On a les températures extrêmes, on a les objets qui sont vraiment extrêmes. On a découvert pas mal d'objets nouveaux. Donc vous avez vu les exemples, les rayonnements de supernovae, les pulsars, des amas de galaxies, les dislocations d'étoiles autour des trous noirs. Et grâce à ces observations, on peut enfin commencer de comprendre comment les trous noirs supermassifs, d'où viennent les trous noirs supermassifs. Est-ce que c'est à partir de ces trous noirs de masse stellaire, comment la matière peut tomber dessous, comment ces trous noirs grossissent, et sonder cette accrétion limite qu'on avait vue et essayer de comprendre si on peut les dépasser cette limite et quelle est la physique derrière. Donc avec tout ça, on va commencer de comprendre vraiment comment se structure l'ensemble de l'univers. Et ça, c'est grâce à ces observations principalement des trous noirs. Merci beaucoup. Peut accéder à notre trou noir. Oui, tout à fait, oui. Oui. On a eu... on le voit déjà dans les galaxies. On voit les deux galaxies qui coalescent et qu'en fait on a mergé les deux trous noirs supermassifs. Grâce à la détection avec des ondes gravitationnelles depuis 2015, je ne sais pas si vous connaissez ces observations, on a cherché à détecter des déformations de l'espace-temps qui proviennent de la masse qui se déplace dans l'espace-temps, qui a été prédit par Einstein. On a cherché à détecter ces ondes pendant 60 ans. Et en 2015, ils ont enfin réussi. C'est difficile, ils ont une taille minime, l'épaisseur d'un cheveu est déjà grande par rapport à ces ondes. Ils ont réussi à détecter. Et là, on a détecté pour la première fois deux trous noirs de masse stellaire qui se sont coalescés. C'était très étonnant pour beaucoup de raisons. Avant les premières détections, ils ont dit oui, forcément on voit beaucoup d'étoiles à neutrons qui coalescent et si on a de la chance, on va détecter deux trous noirs qui coalescent. Donc la première détection était deux trous noirs qui coalescent, le deuxième, le troisième et jusqu'au 10e en fait. On a 10 coalescences maintenant qu'on a mesurées et une coalescence d'étoiles à neutrons. Donc notre compréhension des trous noirs et les étoiles à neutrons est en train de changer complètement grâce à ces observations. L'autre chose qui a changé notre compréhension des trous noirs, c'est qu'on avait beaucoup de modèles qui disaient que la masse maximale d'un trou noir a été autour de 20 fois la masse du Soleil. Donc là, vous avez vu que je n'ai pas mis 20, j'ai mis 100. Parce que ce qu'on a détecté avec ces ondes gravitationnelles sont les trous noirs beaucoup plus massifs qu'on avait vu auparavant. Donc autour de 30 ou 40 masses solaires, et quand ils ont coalescé, on a vu les trous noirs de 80 masses solaires, ce qui m'aide beaucoup pour créer mes trous noirs supermassifs. Donc je suis très contente aussi. Oui. Oui. J'ai entendu parler du rayonnement de Hawking, mais comment fait-il pour s'évaporer? Oui. C'est une très bonne question. Il faut démontrer si ça pourrait vraiment s'évaporer. Le rayonnement de Hawking, ça provient normalement de l'événement qui se passe autour sur le rayon d'événements qu'on avait parlé. Donc on pourrait avoir les créations de paires, donc électron-positron par exemple, et une partie qui pourrait s'échapper du trou noir et l'autre partie qui tombe dedans, par exemple. Donc oui, on pourrait avoir du rayonnement qui provient du trou noir, en principe. Pour l'instant, on ne l'a pas observé. Moi, je fais des observations, franchement. J'aimerais bien démontrer quelque chose par les observations. Donc pour l'instant, ça reste une théorie. On aimerait bien les démontrer, donc on continue nos observations justement pour essayer de comprendre ces types de phénomènes qu'on a été prédits. Ouais. Est-ce qu'on sait ce que devient la matière quand elle a été avalée par un trou noir? Non. Voilà, la réponse très détaillée. Non, on a ce problème que oui, on ne peut pas voir à l'intérieur du rayon d'événement. Par contre, on sait quelque chose.
les premiers trous noirs qu'on a été décrits, on avait pensé qu'ils pourraient être juste statiques, donc pas en rotation. Donc il n'y avait pas de rotation du tout. Ça c'était les premiers modèles et ensuite on a fait des modèles de plus en plus complexes, donc avec une rotation. Vu que les étoiles qu'on observe sont toutes en rotation, ça semble plus ou moins évident qu'un trou noir doit être en rotation. Donc malgré le fait qu'on ne peut pas voir à l'intérieur, on peut calculer le rayon d'événement pour un objet qui est soit en rotation ou non, et on peut déterminer si c'est en rotation ou non. Ça c'est notre résultat des ondes gravitationnelles. On a commencé à faire des observations et on a vu certains qui n'avaient aucune rotation et d'autres qui avaient une rotation maximale, en fait, jusqu'à la limite que ça pourrait tourner. Et tout le monde dit, ah oui, c'est évident, donc soit c'est aucune rotation ou soit c'est une rotation maximale. Jusqu'au moment où justement on a vu les ondes gravitationnelles et là on pourrait aussi déterminer la rotation du trou noir. Et là on s'est rendu compte que les mesures qu'on a faites, ils sont quasiment au milieu, donc ni stationnaire ni maximal quelque part. Donc non, on ne sait pas ce qui se passe avec cette matière, mais au moins on peut savoir quelque chose qui se passe à l'intérieur du rayon d'événement. On peut savoir qu'en fait, pour le plupart, ils sont en rotation. On commence ici. Est-ce que quand deux trous noirs entrent en collision, est-ce que ça perturbe leur rotation ou est-ce que ça les met en mouvement? Oui, c'est une bonne question. On ne sait pas vraiment le détail. On commence tout juste de détecter ces coalescences de trous noirs. On a pas mal de paramètres qu'on essaie de contraindre à partir des observations. Est-ce qu'ils ont un mouvement? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas répondre. Je ne suis pas sûre que quelqu'un pourrait le répondre pour l'instant. Mais peut-être dans quelques années, on saura la réponse. Je suis désolée. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dislocation des étoiles à cause des trous noirs. Oui. Et vous avez parlé aussi de certains trous noirs dont le rayon à partir duquel on observe une dislocation, il est inférieur à l'horizon des événements. Mais du coup, dans ce cas-là, si l'étoile elle arrive à ce moment-là, c'est-à-dire derrière l'horizon des événements, je me demande si c'est juste un fragment de l'étoile qui va être arraché ou toute l'étoile qui va tomber sur le trou noir, puisque l'étoile tout entière ne pourra pas s'échapper du coup, si elle a passé l'horizon des événements. Oui, en fait, dès qu'on a un trou noir qui est très massif, en fait, l'étoile il peut passer vraiment à l'intérieur du rayon d'événements avant qu'il soit vraiment disloqué du tout. Donc il peut rester quasiment sphérique, il passe dedans et après plus loin il va tomber dans le trou noir. Donc là on ne voit rien du tout. Si on était vraiment à la limite, qui était quasiment c'est le rayon de marée, là où c'est disloqué, qui était vraiment à la limite pour le rayon d'événements, ça se peut qu'on voit quelque chose. On commence tout juste de sonder ces objets. J'avais dit il y a à peu près 80 qui sont connus aujourd'hui. Et chaque fois qu'on observe on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. La moitié de ces objets, on a observé en rayons X. L'autre moitié, on a observé en rayons visibles. Souvent, ils sont pas on ne peut pas les voir en X, mais on peut les voir en visible. Et vice-versa. De temps en temps, on voit en visible et pas en X. Et on se dit qu'il y a quelque chose de différent entre ces événements. Et juste il y a 3-4 mois, ils ont observé encore un autre, mais ni en X, ni en visible, mais en radio seulement. Et sans les X et sans les visibles. Donc on a des types différents. Donc peut-être on a ces cas-là, mais on a besoin de plus d'observations pour essayer de comprendre. Ouais, peut-être on regarde de temps en temps juste qu'on est à la limite et on voit juste une partie de la matière et pas le reste. Ici et après là-bas. Ouais. Vous avez dit qu'il y avait des trous noirs qui étaient statiques. Ouais. S'ils sont formés d'étoiles, ça veut dire qu'il y avait des étoiles statiques ou comment ça s'arrête? Ouais. Est-ce que vous savez? Oui, je ne crois pas qu'on sait comment. Pour la plupart des trous noirs, on ne sait pas comment ça s'est formé de toute façon. Les étoiles de masse stellaire, les trous noirs de masse stellaire, on sait que ça forme à la fin de la vie d'une étoile. Probablement pas forcément une supernova, ça c'est probablement ce qui forme les étoiles à neutrons.
Donc on observe la formation de trous noirs quand on voit ces sursauts gamma. Mais ils sont tellement loin qu'on a du mal à avoir des informations et on ne connaît souvent pas l'étoile avant. Donc c'est difficile de savoir quel était le progéniteur exactement. L'autre chose, c'est qu'on a un trou noir qui a peut-être de la rotation, sauf que peut-être la matière qui est accrétée, il arrive dans l'autre sens. Ce qui pourrait éventuellement ralentir le trou noir ou éventuellement le faire tourner dans l'autre sens. C'est une hypothèse à tester, mais voilà. Donc ça se peut que l'étoile n'était pas stationnaire pour créer un trou noir stationnaire, mais c'est peut-être suite à l'accrétion par la suite qui a rendu le truc stationnaire. Quand je dis stationnaire, on a des barres d'erreur qui sont assez grandes quand même. Oui, derrière, oui. Est-ce que c'est vrai que si on reste assez longtemps autour d'un trou noir, on peut voir la fin de l'univers? Il va falloir que je réfléchisse, on en parle ensemble après. Je ne peux pas répondre comme ça. Oui. Ah oui, Je ne connais pas. Oui, expliquez-moi. Non, j'avais dit que c'était en fait à l'inverse, il faut l'absorber, faire ressortir quelque chose, et du coup, ça serait chaque noir, c'est bien un peu blanc. Je voulais savoir si vous avez une observation. J'ai jamais entendu parler, donc non, désolé. Oui. Quand une étoile passe près d'un trou noir et qu'elle est déchirée, et que, mettons, il y a une partie qui n'est pas complètement avalée, après, qu'est-ce que c'était cette partie? Est-ce qu'on a des observations? Oui, tout à fait, oui. Oui, donc c'est la conservation de moment angulaire, en fait, le fait que normalement la moitié quitte le système. Oui. Donc oui, on l'observe, on voit des gaz et des poussières qui est tout autour du trou noir. Ça existe, on le voit, et au fur et à mesure, ça se disperse. D'accord, ça ne reforme pas quelque chose Non, ça se peut que, avec les interactions des particules, un certain nombre vont tomber quand même sur le trou noir un peu plus tard. Mais ça, il faut de l'interaction entre les particules dans la matière qui reste. Mais ça ne va pas former quelque chose pour ça. Comment est-ce que, parce que plus on regarde loin dans l'univers, entre guillemets, plus on voit dans le passé. Oui, exactement. Alors comment est-ce qu'on sait la date où l'événement entre guillemets s'est réellement passé par rapport au retard en fait? Exactement. Je ne sais pas comment, parce que souvent on a deux instants. Par exemple, quand il y a la foudre qui tombe, voilà, on peut déclencher le chrono, on voit le ciel éclair, de temps en temps on l'arrête. Exactement. Mais là on n'a qu'un instant. Donc, là, on voit le film, donc comment est-ce qu'on sait où ça c'est vraiment? Donc, on connaît la distance grâce à des mesures en spectroscopie. Donc, on peut voir de l'émission, par exemple, et plus loin que ça vient, plus cette émission est décalée vers le rouge. Les images que je pourrais montrer. Donc, du coup, on peut mesurer vraiment la distance et vu qu'on sait la vitesse de la lumière, parce que toute cette radiation électromagnétique, on peut savoir quand ça s'est produit. En fait. Donc, on peut mesurer la distance grâce à ces décalages qu'on voit dans le spectre, et ensuite, on connaît la vitesse. Donc, oui. Est-ce qu'on peut être sûr qu'aujourd'hui, qu'à l'intérieur d'un trou noir, il y a une singularité? Je n'ai pas entendu le pouvoir crier. Est-ce qu'on peut être sûr aujourd'hui qu'à l'intérieur des trous noirs, il y ait une singularité gravitationnelle? Est-ce qu'on peut être sûr? Non. Oui. C'est difficile à décrire un trou noir. Il y en a beaucoup de théories. On parle de trou noir, mais en fait, il y a beaucoup de théories sur les types de trous noirs différents, avec des structures plus ou moins complexes à l'intérieur d'un trou noir. Est-ce qu'un jour on pourrait le valider? Quelle théorie a le décrit? Oui, peut-être éventuellement, mais pour l'instant, non. On ne pourrait pas dire que oui, il y a une singularité vraiment au milieu. Bon, je dirais probablement.
Oui. Est-ce qu'avec le modèle que vous avez montré de l'étoile qui passe à côté de HLX1, oui. Est-ce que vous êtes capable de prédire quand sera le prochain passage de l'étoile? Oui, donc oui, on a fait beaucoup de modèles pour voir ce qui pourrait arriver. Le problème, c'est stochastique, donc c'est pas... Oui, on ne peut pas juste rajuster une courbe en disant ok, le prochain va être à ce moment-là, parce qu'il y a quand même la variabilité à prendre en compte. Donc, personnellement, je ne crois pas qu'on aura une autre éruption. Je ne crois pas qu'il y aura encore un passage de l'étoile en fait à côté du trou noir. Si on voit tous les modèles qu'on a sortis, donc il y a l'article de Godet et al. 2014 qui montre à l'intérieur de l'article, il y en a pas mal de modèles qu'on peut voir. Après d'avoir fait des écarts de 6 semaines, 3 mois et ainsi de suite, normalement le système n'est pas lié. Donc moi je dirais qu'on ne le revoit pas, mais on n'a pas perdu l'espoir, hein. On continue de le suivre toutes les semaines pour voir ce qui va se passer. Ouais, c'est ça que je devine en fait. Oui, derrière. Je crois qu'il va falloir qu'on parle tout à l'heure ensemble pour un certain temps. Juste au moment de la question, est-ce qu'il y a un changement dans la répartition de masse dans le trou noir, dans chaque trou noir, et du coup un changement de la forme des trous noirs au sens de l'horizon des événements? Donc non, il n'y a pas de changement dans le fond de l'horizon de l'événement vraiment au fond de végétation. Il y a forcément un changement de masse, c'est ce qu'on appelle la masse. Donc ça va grossir, donc le rayon de l'événement va devenir... Quand deux trous noirs se tournent l'un autour de l'autre, ils gardent toujours la forme sphérique jusqu'à... Oui, jusqu'à la fin, vraiment, oui. C'est ça qu'on observe avec ces ondes gravitationnelles, c'est vraiment juste avant la corrélation que là, ça commence à se former. Et du coup, au moment de la fusion, on a juste une augmentation de volume spontanée? C'est quasiment spontané. C'est une petite partie d'une seconde. C'est moins que 1000 millisecondes, ça c'est sûr. Microsecondes dans ces eaux-là. Très court. Oui. Quel type de données on a recueilli grâce à la détection des ondes gravitationnelles? C'est quoi les données? Oui, donc on détecte la déformation de l'espace-temps. Que normalement, c'est juste une onde tout gentille, jusqu'au moment qu'on a vraiment ce type de corrélation qu'on a parlé. Et c'est là que les ondes deviennent plus grandes et la fréquence devient de plus en plus haute. Donc là, on peut mesurer vraiment la déformation de l'espace-temps juste à côté des trous noirs. Et c'est ça qui a mis ces ondes. Donc du coup, à partir de là, en fait, on a fait de la modélisation de type de trous noirs, d'étoiles et neutrons qui vont coalescer, en supposant qu'Einstein il a raison. Et pour l'instant, tout ce qu'on a observé avec les ondes gravitationnelles indique qu'il avait raison pour la relativité générale. Donc à partir de là, on peut comparer exactement ce qu'on attend pour ces ondes à partir des modèles qui ont déjà prédit pour deux trous noirs de 30 et 40 masses solaires qui coalescent, et on fait la comparaison. Donc c'est ça qu'on mesure. On mesure vraiment juste la déformation de l'espace-temps, donc ce qui fait la onde. On a des images. Je ne sais pas si vous les avez vues, les ondes gravitationnelles, comme ils sont détectés. Et après, oui, on compare au modèle pour déterminer les paramètres des trous noirs ou des étoiles neutrons. Donc la vitesse de rotation, des masses, l'inclinaison, des choses comme ça. Donc même pour les étoiles à neutrons, ça s'applique. Il y a des ondes gravitationnelles. Oui, il n'y a pas que pour les trous noirs. Non, on voit les étoiles et neutrons et on doit le voir aussi pour les naines blanches. Et aussi pour les trous noirs de masse intermédiaire, s'il y a un autre objet compact, donc naine blanche, trou noir ou étoile neutron qui est autour.
Et ça, c'est un arc X1 et c'est en fait une naine blanche. Et à ce moment-là, on doit être capable de détecter les ondes gravitationnelles. Il faut que les deux étoiles soient proches pour le faire. Et est-ce que on baigne constamment dans des ondes gravitationnelles? Tout à fait, tout à fait. Mais minime. Tout le temps, tout le temps. Oui, oui, c'est absolument des discussions sur moins de 8 mètres, quelque chose comme ça. C'est petit. Mais tout le temps. Les événements, il y a les ondes gravitationnelles qui ont été générées à partir du Big Bang, donc la création de l'univers. Il y a ces ondes gravitationnelles, des objets compacts qui se déplacent à tout moment dans la galaxie et dans d'autres galaxies qui créent ces ondes gravitationnelles. Et c'est juste les événements les plus forts pour l'instant qu'on détecte. Un jour, peut-être, on peut détecter les ondes gravitationnelles qui proviennent de beaucoup de choses, mais c'est difficile. Hein. Oui. Est-ce que les ondes gravitationnelles provoquent quelque chose ou ça fait séquence d'événements? Tu l'as pas entendu, je suis vraiment désolée. Est-ce que les ondes gravitationnelles provoquent des choses? Est-ce qu'ils provoquent quelque chose? À nos connaissances, non. Ils sont vraiment tout petits, hein. C'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. On fait les détections d'ondes gravitationnelles avec ces détecteurs. Donc on a 2 détecteurs qui fonctionnent aujourd'hui, sont LIGO et Virgo. LIGO, il y en a 2 détecteurs aux États-Unis et Virgo en Italie, dans lesquels la France a une participation. Mais on détecte aussi les ondes gravitationnelles grâce aux pulsars. On avait parlé des pulsars, des étoiles et neutrons qui montrent des pulsations régulières, un peu comme le tour Eiffel quand on voit le phare, le feu qui tourne autour. Donc on utilise ces pulsars parce que s'il y a une onde gravitationnelle qui passe, ça va déplacer la Terre légèrement. Donc on a un petit retard ou un petit avancement des pulsations qui proviennent de ces pulsars. Donc oui, ça déplace tout l'espace-temps. Donc oui, ça déplace la Terre, mais c'est minime. Il ne faut pas s'inquiéter que ça va faire quelque chose d'important. Mais c'est suffisant pour savoir s'il y avait une onde gravitationnelle qui est passée. Mais ça, c'est les grandes ondes gravitationnelles qui viennent du Big Bang et pas de coalescence de trous. Oui. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez parlé de bord de l'univers. C'est quoi que vous appelez le bord de l'univers? Oui, donc il y a un bord de l'univers jusque là où on peut observer, parce qu'à un moment donné, oui, la lumière ne pouvait pas propager dans l'univers. Il n'y en avait pas. Il y avait le Big Bang, après, oui. Donc il y a une limite jusqu'à où on peut voir, en fait, parce que dehors, derrière, c'est noir, on n'a pas la lumière qui se propage. Donc c'est ça que moi j'appelle le bord de l'univers, donc jusque là où on peut observer. Et c'est court après le Big Bang, hein, c'est pas... C'est des dizaines de milliers d'années après, c'est court dans l'univers. Ouais. Oui, avant. Est-ce qu'il y a un successeur prévu pour XMM? Est-ce qu'il y a un successeur? Super, oui, très bonne question. Oui, tout à fait.